quand vous m'avez invité à parler de ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas du tout une question anodine ou banale. Conflit d'intérêts. Oui, alors pourquoi c'est pas une question banale? C'est parce qu'en réalité, vous avez certainement lu comme moi les guidelines et la question n'est pas du tout évoquée dans les guidelines. C'est une évidence, c'est pas le rôle des guidelines, mais il n'y a pas non plus d'évidence médicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité d'un stent parmi les autres pour tel ou tel patient. Ça, c'est les dernières updates des guidelines que vous connaissez bien, surtout dans cette maison. Et vous voyez que la première phrase, c'est que les nouveaux stents, les stents de nouvelle génération, sont associés avec un meilleur résultat par rapport aux stents nus. Quelle nouvelle? Mais il n'y a pas d'autres recommandations sur la question que vous me demandez de traiter. Évidemment, les recommandations françaises ne font pas mieux. J'allais dire, on ne pouvait pas imaginer autre chose. Il n'y a pas non plus de recommandation en France, quel stent pour quel patient. Tout ça veut dire que finalement, on n'a pas d'évidence, on n'a pas de recommandation, et donc ce que je vais vous dire, c'est pas de la science, c'est au mieux un point de vue. Un point de vue qui est subjectif, qui peut représenter mon avis, qui peut représenter... Alors on a des données, on a évidemment énormément de données, il y a énormément d'études, qu'elles soient randomisées ou pas, plus ou moins bien dessinées d'ailleurs, des méta-analyses, on a des données pour obtenir des marquages, on a des données pour obtenir des remboursements. La plupart des stents sont extrêmement utilisés, mais on n'a pas d'évidence sur ces sujets. Autre élément que je dois d'ailleurs ajouter à ce stade, c'est que ces données sont sujettes à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on m'aurait interrogé quel est le meilleur stent pour un sujet jeune. J'aurais peut-être dit, je prendrais plutôt une plateforme résorbable. Comme ça va se dissoudre, on va rien laisser dans l'artère. On va éviter les événements au long terme chez un patient jeune. Il va récupérer un peu de fonction endothéliale, de pulsatilité, etc. Et vous connaissez l'histoire de ces stents résorbables, en tout cas le plus célèbre et le plus avancé d'entre eux, qui s'est dramatiquement effondré. Donc, ce point de vue, non seulement il n'est pas de l'évidence, mais en plus, il peut évoluer. Bon, ça étant dit, on a quand même des choses à se dire. Le stent actif, il est au milieu de cette diapositive, on va l'évoquer pendant toute la présentation, mais il y a aussi d'autres acteurs, donc il faut voir qu'on a effectivement toujours quelques plateformes résorbables, même si c'est plus le BVS, l'Absorb qu'on avait il y a quelques années. Il y a quelques programmes qui persistent, qui sont pas extrêmement actifs ou évolués, mais qui continuent. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est les ballons actifs qui commencent à montrer le bout du nez, si j'ose dire, avec des technologies qui sont beaucoup plus innovantes, beaucoup plus malignes que les premières générations, et qui sont amenés, je pense, à avoir un rôle à jouer dans le traitement d'un certain nombre de lésions et d'un certain nombre de patients. Ça, c'est pour les autres acteurs. L'acteur principal, celui dont on parle, c'est le stent actif. Le stent, vous savez, c'est 3 composantes principales. C'est une plateforme, un polymère, une drogue. Le stent parfait, c'est une chimère, ça n'existe pas. Le stent parfait a toutes ses caractéristiques et on pourrait peut-être en ajouter quelques autres. Il n'y en a pas un seul qui regroupe toutes les qualités, c'est évident, sinon on n'aurait pas besoin des autres et on n'aurait pas besoin d'en parler. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les nouveaux stents actifs, vous voyez, on en est plutôt satisfait puisqu'on va dire ça fait mieux que les premières générations, ça fait mieux que les stents nus, donc on montre des graphiques comme ça, on dit c'est très bien, il y a moins de décès, il y a moins d'infarctus, il y a moins de revascularisation, on a bien bossé, on a bien inventé, on a bien avancé. On peut quand même aller un petit peu plus loin. Ce qu'on sait par rapport aux guidelines, et pour en finir avec ça, c'est que les stents nus, en revanche, n'ont plus leur place dans nos armoires. Depuis des études qui ont maintenant une dizaine d'années, vous voyez que les stents nus n'existent plus puisque leur seul intérêt résiduel résistait à traiter les patients qui avaient besoin d'une bithérapie antiplaquettaire courte, alors qu'au début, ceux qui se souviennent ou qui étaient déjà là au début des stents actifs il y a 20 ans, on disait qu'il fallait 6 mois de bithérapie antiplaquettaire, peut-être un peu plus même. Eh bien, les stents nus maintenant n'ont plus leur place car les nouveaux stents actifs aussi ont leur place avec une bithérapie antiplaquettaire courte. Autre élément avant de rentrer dans le vif du sujet sur lequel je voudrais insister, et peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, c'est que avoir un stent actif performant n'empêche pas de se garantir et de revenir aux fondamentaux de l'angioplastie. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des excellents stents avec très très peu de taux d'événement, il faut bien sûr valider l'indication de l'angioplastie, ça a été le sujet de toutes les interventions jusqu'à maintenant, mais il faut aussi
faire l'angioplastie la meilleure possible. Donc là, on en revient à ce qu'on appelle les critères PSP, ou appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire préparer une lésion, notamment calcifiée, bien la prédilater, faire ce que Hakim dira dans 5 minutes sur les lésions calcifiées, le rotablator, le shockwave, etc. Choisir un stent de la bonne taille par rapport à l'artère. Donc ça, c'est très important, le sizing du stent, et bien post-dilater le stent. Quel que soit le stent qu'on choisira, ces règles-là, qui sont des règles de bonne angioplastie, doivent être utilisées. Ensuite, évoquons tout ça, les plateformes. Donc vous savez qu'on a des stents dits à maille fine ou très fine. Les mailles intermédiaires qui sont supérieures à 90 microns, en réalité, n'existent plus, puisque la nouvelle itération de BioFreedom, maintenant, fait partie des mailles fines. Donc, vous voyez qu'on a 2 grandes familles, le maille fine et maille ultra fine. Bon, au-delà du fait que c'est peut-être bien de faire plus petit que petit, on peut imaginer, on peut voir que les mailles ultra fines pourraient avoir des avantages parce qu'ils sont plus faciles à poser, parce qu'ils entraînent moins d'inflammation, moins de lésions endothéliales qui pourraient être moins thrombogènes. On voit aussi qu'ils ont des inconvénients, notamment ils ont, du fait de leur de leur plus petite structure, ont moins de force radiaire, ils ont un petit peu plus de risque de recoil et un peu plus de risque aussi de malapposition sur des lésions calcifiées ou fibreuses. Et en réalité, alors on a beaucoup d'études qui ont comparé des mailles fines versus ultra fines. Il y en a beaucoup. C'est pas la peine de toutes les évoquer, bien entendu. Je vous présente la dernière sortie avec un suivi de 5 ans. Et vous voyez comme la plupart d'entre elles, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, elles ne montrent pas de différence. Là, c'était entre l'Orsiro et le Nobori qui fait 2 fois sa taille. Donc la taille ne semblait pas être un critère majeur, en tout cas pour choisir l'un plutôt que l'autre. Autre élément des plateformes, c'est le dessin du stent, c'est-à-dire combien de connecteurs il a entre ces différentes mailles. Est-ce qu'il en a 2 ou est-ce qu'il en a plus? C'était certainement un élément qui est physiquement intéressant. Vous voyez, moi, ce que je vois essentiellement, c'est que les stents à 2 connecteurs ont une capacité à s'expandre un petit peu plus importante que ceux qui ont 3 ou 4 connecteurs, qui sont un petit peu plus, un peu plus difficiles à s'expandre. C'est un avantage de pouvoir s'expandre, mais ça peut aussi être associé avec un risque supplémentaire de compression longitudinale du stent ou de moindre force radiaire, puisque vous avez justement un stent qui est plus filamentaire, qui est moins métallique, moins soutenu, et qui a peut-être une capacité à se disloquer un petit peu quand on le dilate un peu trop et à moins être résistant par rapport à la plaque. Le stent à 2 connecteurs aussi permet une ouverture plus large des mailles vers les branches filles. Les polymères, je ne vais pas rentrer du tout dans ce débat, c'est un débat de chercheurs, c'est même plus de la cardiologie, c'est des journaux qu'on lit pas, en tout cas moi pas, parce qu'il y a ce qu'on connaît tous, un polymère permanent ou biodégradable, mais on en est maintenant au fait qu'il y ait des polymères, des copolymères, des polymères traités, des gradients, etc., etc. Pour moi, débat d'experts, pas de différence clinique entre tout ça. Si on regarde en revanche l'histoire des polymères biodégradables ou permanents, ça c'est également un sujet de discussion qui a occupé de nombreux topos pendant des années. Vous voyez que là également, on a, avec cette étude qui est sortie au mois de juillet de cette année, avec un suivi à 10 ans, des réponses qui sont finalement pas du tout catégoriques, puisque que ce soit avec un stent à polymère biodégradable ici, le Nobori toujours, versus le Xience qui est un polymère permanent, non dégradable. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes d'événements, pourtant une population de plus de 3000 malades et un suivi d'un suivi de 10 ans. Aucune différence, y compris dans les sous-groupes. La toute dernière qui a été présentée à l'ESC il y a quelques jours, qui s'appelle BioFlowDapt, également un polymère biodégradable versus un permanent, et là encore une non-infériorité, pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre, donc aucune différence. Tout à l'heure, j'évoquais les stents nus et les patients à haut risque hémorragique, donc vous voyez qu'on a aujourd'hui un certain nombre de stents qui ont montré leur capacité à pouvoir être utilisés avec une bithérapie antiplaquettaire courte d'1 mois, et tous ces stents aujourd'hui peuvent être utilisés chez des patients qui ont un haut risque hémorragique,
Vous voyez que le programme, le choix des stents, ça a commencé en 2012 avec l'étude Leaders Free, et puis ensuite Senior, Onyx One, MasterDapt, l'étude de Terumo, et le nouveau stent qui est le Nagomi, chez qui les caractéristiques de l'étude MasterDapt ont été transférées, et bientôt BioFlowDapt. Donc tous ces stents sont maintenant marqués, autorisés pour des bithérapies antiplaquettaires courtes. C'est pas anodin, c'est un élément à prendre en compte quand on soigne nos patients. Un mot sur les lésions ostiales, parce que ça c'est quelque chose qui me semble important, c'est qu'on a un certain nombre de lésions ostiales ou des gros vaisseaux calcifiés pour lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, les mailles ultra fines sont sans doute pas la meilleure option. L'usage du Mégatron, qui est un stent particulier, qui est un Synergie, à mon avis, sa place pour ce type de lésion, car c'est un stent qui a des mailles particulières, un petit peu plus épaisses et plus larges que les autres, avec un design également particulier, un peu plus de connecteurs, mais également une architecture différente avec plus de pics. Donc celui-là, il aurait à la fois une capacité et une force radiaire plus importante, mais également, du fait du nombre de pics ici sur les parties distales, une capacité à s'expandre supérieure. Vous voyez que tous les stents 3, 5, 4, 4,5 peuvent aller jusqu'à 6 mm, ce qui peut être intéressant pour un tronc. Et ces mailles sur la circonflexe peuvent s'ouvrir jusqu'à 5 mm, également quelque chose d'intéressant. Enfin, on a parfois des longues lésions, et ça, vous savez, on a vu apparaître au cours des dernières années des stents longs qui font presque 50 mm, 48, que ce soit les stents les plus utilisés, mais on a aussi maintenant Nagomi qui arrive depuis quelques jours avec un 50 mm, et BioFreedom ultra long qui va arriver également avec du 48 dans quelques semaines. Quelque chose d'un peu différent pour les diabétiques. Je voudrais évoquer ici, qui est un stent intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, c'est le stent Abluminus. Pourquoi intéressant? Parce qu'il combine un certain nombre de caractéristiques qui sont tout à fait originales. Vous voyez qu'à la fois, il a un polymère abluminal biodégradable, d'accord, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais surtout, il a un coating qui est appliqué après son crimpage sur le ballon. Donc on a un coating qui est à la fois plus homogène, et puis surtout, on a la somme d'un stent actif et d'un ballon actif. Ce qui semble être intéressant, en particulier chez le diabétique, puisque ça conférerait, d'après ceux qui ont conçu l'étude, des qualités qui permettraient de réduire les risques de réintervention chez les diabétiques. Vous voyez, les resténoses focales ou les resténoses sur les extrémités du stent. L'étude randomisée est en cours, le recrutement est fini depuis un peu plus d'un an. 3000 patients ont été traités dans le monde, 20 pays sur 100 sites, 3000 patients diabétiques qui ont été randomisés, ce stent contre Xyant. Le critère primaire, c'est le TLR cliniquement induit, et puis le TLF, vous voyez, en termes de non-infériorité, le suivi serait achevé dans les jours qui viennent, et le primary endpoint sera présenté dans quelques mois à l'ACC. Une autre plateforme intéressante, innovante également, et nouvelle, un concept nouveau, qui est là, le stent Dynamics, l'étude Bioadaptor dont je vais vous parler maintenant, qui a été présentée à EuroPCR il y a 3-4 mois par Shigeru Saito. C'est un stent qui est à la fois fin, avec du cobalt chrome, comme beaucoup de stents actuels, qui a un polymère biorésorbable, mais qui a également des éléments de sa structure, qu'ils appellent des éléments de désengagement, qui vont venir se résorber également. Donc un petit peu à l'image des plateformes résorbables, mais il n'y a pas une résorption complète. Vous gardez au terme de la période de résorption une structure qui vient maintenir le stent. Alors pourquoi ce truc? À quoi ça sert? Donc, vous voyez ici les différentes étapes. Vous le mettez comme un stent normal. D'abord, il y a la drogue qui élute. Ensuite, il y a la résorption du polymère. Et ensuite, vous avez les structures de désengagement qui vont se résorber. Le principe est de dire, on va pouvoir redonner à l'artère, en réduisant une partie de la structure, une capacité à se remodeler positivement, une capacité à récupérer de la fonction et de la compliance.
L'étude donc BioAdaptor est une étude randomisée, 1 sur 1, contre l'onyx. Les patients ont été bien explorés, notamment avec de l'imagerie endocoronaire pour une partie d'entre eux. Sur le plan du critère primaire, il y a une non-infériorité par rapport à l'onyx qui est atteinte. C'est une bonne nouvelle, mais ce qui me semble plus intéressant, c'est les résultats qu'ils ont obtenus en termes de pulsatilité, puisque vous voyez qu'ici, on a un des stents à l'étude, avec des mesures en imagerie endocoronaire ici, des diamètres et des surfaces endovasculaires. Donc quand on vient de mettre la prothèse, c'est pas du tout étonnant, on a une lumière qui change pas, hein, en systole et en diastole. On a perdu totalement la pulsatilité systolo-diastolique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à 12 mois, dans le bras Dynamix, vous récupérez effectivement cette pulsatilité, ce qui n'est pas le cas avec l'autre stent qui a une armature complète non résorbable. Ça s'accompagne d'une récupération également de la compliance vasculaire et d'une augmentation du flux coronaire lié à une meilleure fonction vasculaire. Donc on récupère une pulsatilité de l'artère à 12 mois, ce qui fait probablement repenser au rêve de la plateforme résorbable, de ne rien laisser derrière ou le moins possible, ou en tout cas pas quelque chose qui encage complètement l'artère et la transforme en un espèce de tuyau de plomb comme ça à vie pour le patient. En conclusion, il n'y a pas de stent parfait pour tous les patients, ou il n'y a pas de stent parfait pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est recommandé d'avoir un stent qu'on connaît bien, d'avoir un stent de routine, qui ait des qualités, qui passe bien dans les artères, qui ait une force radiale suffisante pour pouvoir bien traiter les patients. La majorité de vos patients, je pense que vous faites comme moi, vous les traitez avec un stent qui est celui que vous utilisez le plus, que vous aimez bien, que vous connaissez bien. Pour les troncs, je pense qu'il faut utiliser un stent qui a une large capacité d'expansion pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir un stent qui n'est pas suffisamment ouvert à cause de ses capacités physiques. Pour les bifurcations, choisissez plutôt un stent qui va bien s'ouvrir sur les side branches. Pour les lésions ostiales et calcifiées, une force radiale importante. Il faut savoir en fait les performances des différents stents que vous avez dans votre placard avant de les utiliser. Ça me semble vraiment l'élément clé. Bien sûr, ne jamais oublier les basiques. On prédilate, on choisit un stent de la bonne taille, pas trop petit. C'est un des enseignements de l'imagerie endovasculaire. Et on post-dilate jusqu'à obtenir le bon diamètre de l'artère. Et puis oui, les nouveaux stents sont très bons, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a toujours de la place pour améliorer, pour l'innovation et la recherche. Merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe Garand? Tu nous as pas dit quelle pression tu mettais dans tes ballons de stent, combien de temps tu les laissais gonfler, toutes ces petites choses où on a tous des avis très tranchés, très arrêtés et très différents. C'est vrai parce que là également, on n'a pas beaucoup de preuves. Moi, j'ai une tendance à mettre une pression un peu plus forte que mes associés. Je sais que je choisis au stent aussi des stents un petit peu plus gros qu'eux parfois. Bon, je pense que l'artère, elle est assez résistante, qu'elle est assez élastique, que mettre un stent à 8 ou à 10 atmosphères, je crois pas que ce soit une bonne idée. On l'applique pas à la plaque, on l'applique encore moins à l'artère. Donc moi, je suis plutôt en faveur de choisir un size 1 sur 1 et de monter en fonction, pas à chaque fois à très très haute atmosphère, mais en fonction de la plaque que vous avez en face de vous, que vous voyez géographiquement, en fonction de la réaction de votre ballon. Donc avec le temps, on finit par voir quand le ballon s'ouvre bien, quand le stent s'ouvre bien. Donc la question est importante, en effet. Moi, je choisis plutôt des pressions assez élevées et un temps d'inflation aussi assez élevé, parce que c'est pas en 5 secondes qu'on ouvre un stent. Il faut prendre le temps de l'ouvrir, il faut lui laisser le temps de s'apposer à la paroi, et il faut, à mon avis, plus de 30 secondes pour faire ça correctement. On est bien d'accord. Merci de l'avoir dit. J'ai une petite question, Philippe. Tu n'as pas parlé d'un stent ni actif ni nu, qui pourtant est un stent français et qui est dédié à la maladie coronaire instable. Exacat. T'es pas convaincu? Il y a plus de feu, c'est pas la peine de rallumer l'incendie. Non, oui, je connais le principe. Hein, j'ai utilisé dans mon ancienne vie.
On va dire que c'est sans doute intéressant d'utiliser du stent actif non médicamenteux, c'est ça, plutôt. Je suis pas hyper convaincu. Je pense que si c'est la meilleure idée, d'autres s'en emparent et développent ce concept. Après, c'est toujours bien de vouloir essayer quelque chose de différent. Il faut pas ressembler à tout le monde. Ouais, l'idée, elle est intéressante. C'est de dire, on va avoir un stent où il n'y a plus de polymère, plus de drogue. Et c'est le revêtement qu'on met sur les mailles qui fait le travail. Bioactif, ouais. Et c'est vrai que les données dans les syndromes coronaires aigus sont intéressantes parce que, paradoxalement, quand même, ils diminuent les événements thrombotiques par rapport à des stents actifs que tu as cités. Mais, comme tu le dis entre les lignes, il y a sans doute un tout petit peu plus de rosténose. Mais est-ce qu'on doit préférer la rosténose à l'infarctus? Je ne suis pas sûr. Non, je pense que les futures générations Dynamics là travaillent sur d'autres innovations intéressantes aussi. Avec du coating un peu intelligent, enfin, et ils sont pas les seuls, mais certainement il va y avoir des évolutions dans le futur. Je veux dire, on est tous un petit peu plus aussi focus sur le structurel maintenant, et on a partagé notre activité. On est moins dans le coronaire, je veux dire, sur le vif de ces sujets, et on a été un petit peu endormi par le fait que depuis 10 ans, on a l'impression d'utiliser toujours la même chose. Mais je pense les choses vont bouger un petit peu. J'espère en tout cas.